Sur les pas des Templiers. Daniel Vermier. Thierry Leroy. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, sur les pas des Templiers, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux lieux. Ces lieux que, en cette période de vacances, nous croisons très souvent et qui portent le mot temple, templier, et même partout en Europe, comme nous allons le voir. Alors, j'ai bien sûr nommé les commanderies templières. Alors, au fait Thierry, qu'est-ce qu'une commanderie ? Une commanderie, c'est tout d'abord un domaine templier, un domaine qui a été légué, donné, échangé ou acheté quelquefois donc par les Templiers. Il peut être constitué de prés, de terres, de bois. Il a aussi des bâtiments, bien sûr, des maisons, des moulins, des granges, des chapelles. Voilà, c'est l'ensemble d'un domaine templier. Et puis, la commanderie, c'est aussi, dans l'acception populaire, l'endroit principal, la tête, le chef-lieu, si tu veux, de ce domaine, qu'on appelle, à l'époque des Templiers, qu'on appelle la maison du temple. Et le lieu d'où l'on administre le domaine, justement, dont je viens de parler. Y a-t-il une différence entre maison et commanderie ? Non, il faut bien dire que le terme commanderie n'était pas utilisé à l'époque des Templiers. D'accord. C'est un terme qui a été utilisé plus tard et qu'on a gardé parce qu'il est commode. C'est un terme qui a été mis en avant par les hospitaliers, c'est-à-dire les gens qui ont hérité des biens du temple. Qui ont succédé. Voilà. Mais à l'époque des Templiers, on parlait de maison du temple uniquement. D'accord. Alors, pourquoi et comment ces domaines se sont-ils constitués ? Eh bien, surtout et tout d'abord un soutien logistique. C'est un soutien logistique pour les troupes templières qui combattent en Orient. Ces troupes templières ont besoin de vivres, ont besoin de chevaux, ont besoin d'armement, ont besoin de tout un tas de choses que l'Occident va pouvoir leur apporter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevaliers dans les commanderies, en fait. Dans les commanderies, il pouvait y avoir quelques chevaliers, mais très peu. Des jeunes, par exemple, des jeunes qu'on formait, des novices, centre de formation. Oui. Il pouvait y avoir des anciens aussi qui venaient se reposer, une sorte de maison de retraite pour chevaliers, on peut imaginer ça. Mais en grande partie, les commanderies étaient habitées par des templiers noirs, c'est-à-dire avec le manteau noir, la croix rouge, dont on a parlé la semaine dernière. Et donc, ils étaient essentiellement des frères de métier ou des sergents d'armes, quelques-uns peut-être, mais très très peu de chevaliers. Beaucoup de frères de métier, donc toutes sortes de métiers se pratiquaient. Et puis, il y avait aussi un chapelain très souvent, c'est-à-dire un prêtre, qui lui ne combattait jamais, bien entendu. Voilà, qui parce était que c'était tonsuré vraiment... et qui s'occupait de la chapelle. Lui, il disait la messe, quoi, aussi. Il était habilité à le faire. En fait, c'était des centres de recrutement, donc ces commanderies, des centres spirituels aussi, et puis, je pense, le plus important de tout, des centres économiques. Qui étaient là, donc pour faire fructifier les biens des Templiers, dégager un bénéfice qui permettait l'entretien des troupes templières en Orient. Ça, c'est le plus important, vraiment. Il faut imaginer des sortes de grosses fermes, donc, quelquefois avec un mur, bien sûr, fermes un peu fortifiées, mais pas des châteaux, bien entendu. Donc des grosses fermes, des gros centres d'exploitation agricole. Alors, en réalité, comment fonctionnaient ces commanderies ? Qu'est-ce qu'on y trouvait ? Si, admettons, on va remonter le temps, on en visite une, ensemble ? Oui, eh bien, on trouve le plus important au centre de la commanderie, c'est la chapelle, bien entendu. Voilà. Dont on a encore des exemples. Une chapelle, on a encore quelques exemples. Et puis la grange, ou les granges, qui servaient à rentrer tous les grains, enfin tout ce qu'on pouvait produire dans l'exploitation agricole, et puis également les appentis ou les écuries pour les animaux. Il y avait de l'élevage, il y avait aussi des animaux qui servaient à attirer les charrues, etc. Et puis des appentis qui servaient pour toutes sortes de métiers, comme le forgeron, par exemple. On avait besoin de réparer les outils de culture, d'agriculture. Souvent, on entretenait aussi un commerce avec les villages qui se trouvaient à côté. Voilà, c'était vraiment un centre qui pouvait vivre en autarcie, qui était capable de produire pour lui-même, mais qui était surtout là pour dégager des bénéfices, encore une fois. C'était vraiment très important. Donc on y trouvait ces métiers artisanaux, métiers de la terre, en fait comme dans une grande ferme quelque part. Oui, comme dans une grande ferme, ou comme aussi dans
on peut comparer une commanderie templière à une petite abbaye médiévale ou à un prieuré médiéval, si tu veux. En général, l'ensemble des bâtiments n'était pas très très grand. Le nombre de templiers à l'intérieur n'était pas très nombreux, une dizaine de templiers peut-être. Ce qui était important, c'était surtout le travail de la terre. En effet, un centre d'exploitation économique. Oui, comme à l'époque. Hein. D'ailleurs, Thierry, dans ton premier roman, Les Croix Sanglantes, que je recommande à nos auditeurs s'ils ne l'ont pas lu, tu décris parfaitement le fonctionnement d'une commanderie, ben oui, si je ne m'abuse. Parce que mon héros, Gondemar, est un novice templier, donc c'est un chevalier qui va passer par toutes les étapes pour devenir templier. Il deviendra dans le deuxième roman uniquement, dans Le Templier et le Grand Secret, où je parle pas mal d'alchimie d'ailleurs, le thème de l'émission un petit peu de la semaine dernière fois. et de la quête du Graal. Mais dans les Croix Sanglantes, en effet, tout se passe, la plupart des actions se passent dans la commanderie de pain, et on assiste à une enquête au niveau de cette commanderie avec les personnages principaux, le commandeur, donc le chef, le supérieur de la commanderie, qui est un ancien chevalier dans mon histoire, le chapelain, le classelier, c'est-à-dire celui qui est en charge de la gestion un petit peu du domaine, et les frères d'armes, les frères de métier, donc un frère boulanger, on disait talmetier à l'époque, un frère forgeron, etc., etc. Et puis les bouviers, les gens de la ferme, la bergerie, enfin tout ce centre. Dans une grande ferme. Et c'est la question que j'allais te poser. Je supposais bien entendu que dans ce roman, tu avais pris comme exemple la commanderie de pain, réputée comme étant la première d'Occident. La construction de la commanderie de pain débute vers 1128. C'était donc un établissement agricole important qui possédait des terres, des droits, des vignes et des prés dans toute la région de Pin. Ses possessions s'étendaient sur plus de 573 arpents, soit 242 hectares. En plus des bâtiments agricoles, on y trouvait une chapelle dédiée à Sainte-Madeleine, entourée de son cimetière. Le bâtiment principal, appelé aussi hostel ou logis, comprenait le dortoir, la chambre du commandeur et le réfectoire. Une cave et un lardier permettaient d'entreposer eau frais, viandes et boissons. La cave abritait également une prison. Environ une dizaine de templiers vivaient dans la commanderie de pain. Ils y encadraient tout un peuple de porchers, bergers et bouviers qui assuraient les travaux agricoles. Les comptes de régie du personnel du roi de France, qui exploita la commanderie pendant le procès, mentionnent la présence d'une sœur du temple accompagnée de sa servante. La commanderie de pain restera longtemps après la mort du premier maître, le cœur de l'immense réseau établi par les Templiers. Et ensuite, alors, comment et surtout géographiquement ces commanderies vont-elles essaimer ? Oui, elles vont essaimer rapidement, mais je voudrais peut-être revenir juste une seconde sur le son qu'on vient d'entendre. Absolument. Qui fait partie du film que notre association, l'association culturelle de Hugues de Pin, a tourné en 2009 avec la voix de Christian Brindel. La voix très chaude de notre ami Christian Brindel. Qui absolument. nous compte la première commanderie d'Occident, parce que la commanderie de Pin a été fondée par Hugues de Pin sur une partie de ses terres avant 1130, puisque en 1130, on connaît déjà 2 noms de frères templiers de Pin que j'ai relevés, notamment dans les actes de l'abbaye de Fontenay. Et puis on sait donc, d'après les documents que j'ai pu retrouver, que vers 1127-28, le fils aîné de Hugues de Pin, qui s'appelait Guy Bordel, on en a parlé dans une émission, tout à fait, avait donné des biens aux Templiers pour agrandir la commanderie qu'on appelait la commanderie de la Villeneuve de Pin. Oui, oui. Donc on a effectivement là des faits précis qui nous montrent, et c'est tellement logique, que Hugues de Pin avait donné une partie de ses biens et fondé cette première commanderie d'Occident. Alors, on voit bien dans ce que tu nous dis que tout cela bénéficie aussi complètement de l'appui de la Champagne. Le comté était à cette époque très riche, et puis aussi de ses alliés et ailleurs en France. Comment ça se passe ? Oui, eh bien, il faut rappeler que quand Hugues de Pin et ses premiers compagnons reviennent en Occident en 1127, avant le concile de Troyes, il y a un grand périple donc, qui se met en place pendant à peu près une année. Dont nous avions parlé, tout à fait. Où le fondateur et le premier maître du temple et ses compagnons vont recruter des hommes et surtout recueillir des biens. Ça va être les fondations des premières commanderies.
Alors, ça commence à peu près au printemps 1128. Hugues de Pin traverse les terres blésoises du comte Thibaut, le comte de Champagne, et comte de Blois aussi en même temps, donc ça aide. Absolument. Le Hugues de Pin va trouver le comte Foulques d'Anjou, qui est voisin du comte Thibaut. Il va le trouver dans sa ville de Tours. Celui-ci est sur le point, Foulques d'Anjou est sur le point d'épouser la fille du roi de Jérusalem, tu vois. Et tout ça est lié. Et oui, donc il fait de nombreuses donations aux nouveaux Templiers. Hugues de Pin était aussi présent d'ailleurs le jour de l'Ascension 1128 au Mans, lorsque ce même Foulques d'Anjou prononça ses vœux de croisade d'ailleurs. Alors ensuite, Hugues de Pin se rend dans le Poitou et puis en Bretagne, avant de rendre visite à Henri Ier, le duc de Normandie, qui était aussi roi Le d'Angleterre. fils de Guillaume le Conquérant, faut le rappeler. Alors effectivement, c'est impensable, tout ça est lié. Mais on est en famille. Il faut savoir que ce roi d'Angleterre, fils de Guillaume le Conquérant, est en famille directe avec le comte de Champagne. On va y revenir rapidement. Ensuite, ce roi d'Angleterre fait franchir la Manche, c'est-à-dire que Hugues de Pin et ses hommes se retrouvent jusqu'en Angleterre et même jusqu'en Écosse. Alors, il y a une chronique d'une abbaye anglaise d'ailleurs qui raconte que cette année-là, on vit arriver outre-Manche Hugues de Pin avec 2 clercs et 2 chevaliers. Voilà. Ensuite, Hugues de Pin repasse la Manche et il débarque en Flandre en septembre 1128. Il est reçu par le comte Thierry d'Alsace, le comte de Flandre. Il recueille des dons encore, des hommes aussi. Il faut dire que certainement à ce moment-là, son second, Godefroy de Saint-Omer, a dû l'aider. Et c'est à ce moment-là qu'on construit notamment, enfin qu'on construit pas, mais qu'on commence à fonder la commanderie d'Ypres en Flandre. C'est en Belgique aujourd'hui, la plus importante de Flandre. En décembre 1128, c'est l'évêque de Thérouanne qui dote la confrérie à son tour. Et puis au mois de janvier 1129, Hugues de Pin et ses compagnons se retrouvent en Champagne pour le concile de Troyes, le fameux concile de Troyes. Nous avons parlé. En compagnie de Godefroy de Saint-Omer, de Payen de Montdidier, de Raoul, de Jean et d'autres dont on n'a pas retenu les noms. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'itinéraire de Hugues de Pin correspond aux régions tenues par les barons alliés au comte de Champagne, qui ont tous accueilli les représentants du nouvel ordre avec bienveillance. Parce que Thibaut II, le comte de Champagne, était petit-fils de Guillaume le Conquérant. Donc, Thibaut II était le neveu du roi d'Angleterre. Encore les liens le familiaux. Neveu direct. D'ailleurs, Thibaut II a failli devenir roi d'Angleterre plus tard, mais ça sera son frère, Étienne, qui le deviendra. Thibaut, le comte de Champagne, est également voisin pour ses possessions du comte Foulques d'Anjou, dont on vient de parler. Et enfin, le comte Thierry de Flandre est le beau-frère de Mathilde, qui est elle-même la fille du roi Henri d'Angleterre. Oui, tout ça. Donc, si on suit bien, il y a un lien. Si vous avez bien suivi, on constate que les premiers Templiers font carrément le tour du domaine royal. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tenu à l'écart du début des Templiers, c'est le roi de France, qui à ce moment-là n'est pas en très bon terme avec le comte de Champagne. Oui. Donc encore une fois, c'est vraiment une affaire éminemment champenoise, à ses débuts, bien entendu. Absolument. Thierry, continue à nous parler des commanderies templières en France. Oui, eh bien, à l'automne 1129, Hugues de Pin et ses compagnons retournent en Orient. Mais ils ont laissé certains des premiers Templiers pour organiser l'ordre du Temple en France et en Europe d'ailleurs. En France, ce sont les frères Hugues Rigaud et Raymond Bernard qui reçoivent par exemple une donation en Languedoc dès novembre 1128. Ils sont les artisans de l'essaimage de l'ordre dans le comté de Toulouse, par exemple, ainsi qu'entre la Haute-Loire et les Pyrénées. Ensuite, on peut parler du Roussillon et puis la Provence, notamment avec les grandes commanderies comme celle d'Arles, fondée avant 1157, la commanderie de Saint-Gilles aussi avant 1139. Dans le nord du royaume, Payen de Montdidier, l'un des compagnons d'Hugues de Pin, donne sa terre de Fontaine sous Montdidier en Picardie vers 1129-1130. Et puis en 1133, c'est la commanderie de Mont de Soissons, sur la paroisse de Serches. L'évêque de Laon aussi, qui attribue au jeune ordre la résidence du Puisieux en 1140. Enfin, le chevalier Guillaume de Baudement, fils d'André, le sénéchal de Champagne, qui était au concile de Troyes, est chargé quant à lui d'organiser le temple en Champagne et en Bourgogne. Il va se consacrer tout d'abord à la fondation de Fontenotte et puis à celle de la commanderie de Bure, qu'on appelle aujourd'hui Bure-les-Templiers. Et cette dernière allait revêtir une importance particulière puisque c'était le propre petit-fils de Hugues de Pin, qui s'appelait Guy de
Bordel, qui en était le commandeur à la fin du XIIe siècle. Alors, plus au sud-ouest de la province, entre 1129 et 1134, c'est l'abbé Herbert de Saint-Pierre-le-Vif de Sens qui donne des terres à l'ordre pour fonder la commanderie de Coulours. En ce qui concerne le domaine royal, un acte de Louis VII, daté de 1143, mentionne l'existence d'une première commanderie parisienne près de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, avant que l'enclos du temple ne soit aménagé en dehors de la muraille de Philippe Auguste. Mais ça sera un peu plus tard. Oui. Voilà, donc le roi s'y met quand même un peu, beaucoup plus tardivement, mais voilà. Alors, ce fameux enclos du temple, qui est quand même célèbre, peux-tu nous en dire deux mots, Thierry ? Alors, la maison du Temple de Paris a été fondée à la fin du XIIe siècle. Elle est attestée par les textes dès 1211. Elle disposait d'une vaste enceinte haute d'environ 8 mètres, avec des créneaux, échauguettes, tours, châtelets d'entrée et pont-levis. À l'intérieur, de nombreux bâtiments enserraient une vaste église gothique, dont la grande coupole octogonale datait de la première moitié du XIIe siècle. Si l'on en croit Viollet-le-Duc, il y avait aussi 2 galeries qui étaient accolées à la manière d'un cloître et un cimetière qui la jouxtait au sud-est. La tour de César, et la grosse tour d'ailleurs, dominaient l'enclos. Cette dernière, la grosse tour, était de plan carré, flanquée de 4 tourelles et comprenait 4 niveaux. Cette sorte de donjon sans fonction militaire jouait le rôle de coffre-fort pour les archives et le trésor du temple. On y reviendra. Voilà, oui. Elle abritait aussi trésor. Une partie du trésor royal. Les quartiers du Marais, le carreau du Temple, la rue des Blancs-Manteaux ou encore la rue Vieille du Temple ont gardé le souvenir de l'enclos parisien des frères Templiers. Et oui, donc un établissement mythique et qui était assez gigantesque quand même. Alors, jusqu'où tout ça est allé à l'apogée de l'ordre du Temple ? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'en Angleterre, en Écosse, Ouais, mais ouais. en Flandre également, donc Belgique actuelle, en Allemagne un petit peu, mais même jusqu'en Hongrie et en Pologne. On a en effet. On a des découvertes archéologiques en Pologne ces dernières années d'ailleurs. En Italie également, et puis sur toute la péninsule ibérique, Portugal et Espagne. Oui, bien entendu. c'était vraiment partout. Alors, en fait, est-ce que toutes ces commanderies, ces terres, ces possessions, ces troupeaux, même ces hommes, si je puis dire, ne sont pas le véritable trésor des Templiers ? Oui, on peut le dire, la véritable richesse des Templiers, c'était leur patrimoine foncier, qui représentait toute richesse à l'époque d'ailleurs, et pendant très longtemps, la richesse, c'était le patrimoine foncier avant tout. Absolument. Alors, Thierry, tu as surtout particulièrement travaillé sur les commanderies champenoises. Peux-tu nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien entendu. On peut faire une sorte de spirale autour de Troyes en élargissant de plus en plus pour couvrir la Champagne et la Champagne du Moyen-Âge, qui était bien plus étendue que la Champagne actuelle. Alors, donc la première commanderie, celle de Pin, celle de Troyes aussi très rapidement, avec la grange de Prèze à côté de Troyes. Et puis, dans les tout premiers temps aussi, la commanderie de Barbonne, oui, du côté de importante. Dans la Marne aujourd'hui. Alors, du côté de Troyes, revenons la commanderie de Sancey, aujourd'hui Saint-Julien-les-Villas, Villiers-les-Verrières, la commanderie de Serres-les-Monceaux, à côté de Monceau-les-Vaudes, la commanderie du Perchois, dans le bois de Saint-Phal, la commanderie de Vallée, à Bercenay aujourd'hui, en Forêt-d'Hôte, du côté de Lyon aussi, toujours en Forêt-d'Hôte, à côté de la Forêt-d'Hôte, la commanderie de Coulours, et puis un petit peu plus au nord, la commanderie de Ménil-Saint-Loup, qui fait partie des toutes premières commanderies du Temple. Parlons également de la forêt d'Orient, dont une partie s'est appelée la forêt du Temple, grâce aux Templiers. Alors il y avait la commanderie de Bonlieu, la grosse commanderie, et puis de nombreuses... plusieurs granges templières qui se trouvaient dans les environs de cette forêt du Temple, dont on reparlera peut-être un jour si on est amené à faire d'autres émissions. Il y a encore beaucoup de sujets à aborder. Alors en Bourgogne aujourd'hui, on peut aller jusqu'à Épailly, bien sûr, où il y a des restes fameux, la commanderie de Mormant aussi, le Gorgebin, Thor, là c'est du côté de Bar-sur-Aube. Remontant un petit peu plus au nord, du côté en Haute-Marne actuelle, la commanderie de Ruet, et puis celle de Braux. Dans le département de la Marne aujourd'hui, la commanderie de Maucourt, et puis celle de la Neuville-au-Temple à côté de Châlons, bien entendu, la commanderie de Reims également, qui a été fondée par l'archevêque de Reims à la fin du XIIe siècle, la commanderie de Merlan un petit peu plus au nord et dans le département aujourd'hui des Ardennes, ainsi que celle de Bout-au-Bois. Et puis du côté de Meaux, Choisy-le-Temple,
Et enfin, en revenant du côté de Provins, eh bien, la commanderie de Provins elle-même, celle de Chevru, celle de Villefort, Soigny, Tréfolle, La Ferté-Gaucher qui conserve une belle chapelle, et celle de Coulommiers, bien entendu, qui se visite aussi aujourd'hui. Qui nous a servi de lieu de tournage. Et également la commanderie de Frénois, dans l'actuel département de l'Aube, qui se trouve au nord de Nogent-sur-Seine, qui est une ferme aujourd'hui, une exploitation agricole. Beau souvenir, puisqu'on en a dégagé momentanément la salle capitulaire qui servait de grange. On a une très belle salle capitulaire avec peut-être le dortoir au-dessus, conservé avec des poutres énormes, voilà. Et puis la chapelle qui est encore en état. Alors Thierry, revenons à notre époque, même si on resterait bien à celle-là, que nous reste-t-il aujourd'hui de ces commanderies templières ? Eh bien, il faut rappeler que les Templiers ont été supprimés donc en 1312 lors du concile de Vienne par le pape lui-même. Et donc ce sont l'ordre des Hospitaliers de Jérusalem, un autre ordre militaire, qui a repris les biens du temple, et cela en France en tout cas, jusqu'à la Révolution 1789-90, enfin le moment où on a vendu tous ces biens ecclésiastiques comme biens nationaux. À partir de ce moment-là, les commanderies, certaines ont commencé à disparaître, elles ont été détruites en grande majorité malheureusement. Hélas, ouais. Mais certaines ont perduré parce qu'elles ont continué leur fonction d'exploitation agricole. Quelquefois, les granges sont devenues les granges ont été détruites ou ont été gardées, mais les chapelles sont devenues quelquefois des granges ou des entrepôts. C'est le cas à Avaleur, à côté de Bar-sur-Seine. C'est le cas de Frénois, dont on parlait tout à l'heure, à côté de Nogent-sur-Seine. C'est le cas aussi à Coulommiers, bien entendu, à La Ferté-Gaucher. Qui sont encore des commanderies, pas entières bien entendu, mais au moins des établissements dont on a gardé des belles traces, et notamment quelquefois la salle capitulaire, salle de réunion des Templiers, mais souvent la chapelle, qui sont les bâtiments qu'on a gardés le plus souvent. Alors, Coulours aussi, et Pailly, en Côte d'Or, qu'on peut visiter. Alors, à Pins, on le sait, on a fait un sondage dont on parle d'ailleurs au musée de Pins, que j'invite nos éditeurs à venir voir. On a fait un sondage en 1998. Alors, à quand de vraies fouilles dans ce qu'on considère bien sûr comme un vrai trésor au bois. Ben oui, c'est vraiment l'un des trésors archéologiques les plus importants de notre département. Que nous avons fait étudier. Même de Champagne, on peut dire, sûr. Puisque la commanderie de Pins est la première commanderie du Temple, la première fondée sur les terres de Pins. La toute première. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors en 98, un simple sondage archéologique a permis de faire quelques tranchées et on a pu découvrir le sol bien conservé de la chapelle Sainte-Madeleine de la commanderie de Pins, un sol multicolore pavé de carreaux vernissés. Une chapelle qui comprenait 3 travées aux dimensions de 20 mètres 60 sur 9 mètres, des murs de plus d'1 mètre d'épaisseur, les traces d'une grange aussi, peut-être d'une deuxième grange, d'un mur d'enceinte, de travaux du fer certainement, il y avait certainement une forge, il y avait une salle capitulaire aussi dont les claveaux ont été conservés. C'est par-delà les siècles et qu'on peut voir aujourd'hui à la Maison du Patrimoine de Saint-Julien-les-Villas. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Absolument, absolument. Alors, espérons que nos émissions feront prendre conscience que ce patrimoine champenois est essentiel. D'ailleurs, comme dans d'autres régions, on l'a aussi développé. Et alors que c'est ici que tout est né, en fait. Je pense que c'est vraiment notre trésor, comme le titre de l'exposition de 2012, Templiers, notre histoire, notre trésor. Absolument, absolument. Alors, la semaine prochaine, où nous entraînerons les pas des Templiers ? Alors, la semaine prochaine, nous parlerons de certaines des légendes liées aux Templiers. Eh bien, à la semaine prochaine, sur les pas des Templiers.